L'appel au dialogue du président Macky Sall rejeté par une bonne partie de l'opposition, la fin du mandat du président Sall le 2 avril prochain. Peut-on organiser la présidentielle avant la fin du mandat? Quel rôle doit jouer le Conseil constitutionnel qui se dit désormais régulateur de la vie politique et sociale? L'amnistie annoncée pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et les détenus dits politiques. Quel levier pour réconcilier les Sénégalais? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 25 février 2024, jour normalement retenu pour le premier tour de l'élection présidentielle, Issa Sall, journaliste, et Abdoulaye Diallo, artiste, peintre, intellectuel et membre de la société civile. L'Air du Temps, de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 25 février 2024, bienvenue à l'Air du Temps, que ce soit aujourd'hui Issa Sall, journaliste qu'on ne présente plus, et Abdoulaye Diallo, qui est aussi artiste, peintre, et membre de la société civile intellectuelle qu'on ne présente plus aux Sénégalais. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Issa Sall, aujourd'hui c'est le dimanche 25 février, normalement jour de vote. Si les Sénégalais devaient aller élire le prochain président, c'est aujourd'hui qu'ils devaient aller devant les urnes. Beaucoup de nos compatriotes vont aller dans le centre de vote de façon symbolique en marquant cette journée. Qu'est-ce qu'on ressent ce jour-là, aujourd'hui? Écoutez, c'est jour de vote, c'est vrai, mais c'est aussi un jour ordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Sénégalais, quand même, ils ont une habitude depuis 68. Et à la fin d'un mandat, le dernier dimanche de février, les gens vont voter. C'est une coutume d'une certaine manière, parce que c'est un jour qui appartient aux Sénégalais, aux citoyens, à celui qui a sa carte d'électeur. Et qu'on ait un mandat de 5 ans qui finit, et que ce jour-là, personne ne vote, mais je trouve que c'est un grand scandale pour le citoyen, parce que quel que soit ce qui se passe, un pays doit organiser des élections. Il y a des pays en guerre où on organise des élections. Donc, même si certains citoyens ne peuvent pas voter. Et je ne pense pas qu'au Sénégal, qu'on n'ait pas pu organiser un scrutin ce jour-là. Il n'y a personne qui peut justifier le fait que ce jour-là, on ne vote pas. C'est un scandale innommable, c'est un scandale. Moi, je suis outré par ce qui s'est passé, et outré par le fait qu'aujourd'hui, je ne puisse pas choisir mon président. Moi, j'ai toujours voté à la présidentielle. Peut-être pour les autres, je peux toujours m'abstenir. Mais choisir mon président, j'y tiens. Et que le fait qu'aujourd'hui je me réveille, je prends mon petit déjeuner, et au lieu d'aller faire mon devoir de citoyen, et que les 5 ans qui viennent, celui qui soit là, soit mon président, parce que je l'ai choisi, ou même si je ne le choisis pas, j'accepte la règle du jeu que la majorité l'a choisi. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un scandale innommable. Abdoulaye Diallo, qu'est-ce qu'on ressent ce jour-là? On devait choisir le président de la République pour 5 ans. Mais il est vrai que c'est une situation qui ne nous honore pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec mon aîné Issa Sall. Mais c'est aussi en même temps un jour de choix ou une période de choix. Il arrive par moments que l'homme soit confronté à 2 situations. Celle de laisser périr quelques règles et quelques principes, ou de laisser périr une nation. On a à choisir. En ce qui me concerne, très sincèrement, je préfère laisser périr quelques règles et quelques principes plutôt que de laisser périr une nation. La situation est telle que notre pays était au bord du gouffre. C'était le chaos annoncé. Il y a qu'on aurait pu trouver une autre solution, une solution beaucoup plus heureuse que le report. Ça a été fait, l'erreur est commise. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut voir comment faire pour rester dans les lignes tracées de la retenue. Ligne tracée de la retenue qui permettra d'éviter des réactions émotionnelles, si fondées qu'elles puissent être pour les uns et pour les autres. Et essayer d'avancer et ne rien omettre de ce qui fait en fait notre capitale paix, qui aujourd'hui est érigée en dogme, et qui nous dicte aussi nos propos, nos comportements et nos attitudes. Essayer aussi de ne rien commettre qui puisse entacher en tant soit peu nos différents équilibres. Donc c'est un jour de choix. Abdoulaye,
Issa Sall, demain, le président de la République a convoqué un dialogue avec les partis politiques. La plupart d'entre eux ont rejeté ce dialogue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la journée de demain et d'après-demain? Je me le demande bien, parce que, vous savez, quand on est dans une situation pareille, il faut trouver une solution. Qui est responsable de la situation? Je crois que ça importe peu maintenant. On aurait dû voter aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il faut avoir quelquefois, c'est de l'émotion aussi qui s'exprime. Parce que nous sommes habitués. Mais les états d'âme, quelquefois, il faut passer outre et voir la réalité en face. Aujourd'hui, on n'a pas élection. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Nous allons vers peut-être un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on peut arriver aux deux sans élection. Et ça, pour éviter cela, je pense qu'un dialogue n'est pas impossible, mais une concertation. Parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes en face d'une situation que même détricoter cette situation n'est pas aussi facile que les gens le croient. Demain, le président va, s'il ne reçoit pas les candidats, ceux qui ont vu leur candidature validée, qui sont dans l'ordonnancement juridique de ce pays, qui disent qu'ils veulent aller aux élections, parce que c'est eux qui en ont le droit, et les seuls à avoir ce droit. Comment le président va faire pour ne pas prendre en compte leur opinion, leur volonté d'aller aux élections immédiatement, c'est-à-dire que même en s'organisant pour qu'on respecte tant soit peu les règles du code électoral. Comment le président va faire? Est-ce que c'est des personnes qui ne sont ni candidats, qui ne sont ni politiques, qui vont dicter leur décision au Conseil constitutionnel? Parce que le Conseil constitutionnel, sa décision, on n'y revient pas. On n'y revient pas. Même si on supprime le Conseil constitutionnel, sa décision reste valable. Donc, le président devra tenir compte de ça, je pense. J'espère qu'on organisera ce scrutin avant la fin de ce mois-ci et que le 2, s'il ne part pas, au moins dans les jours qui suivent, il pourra partir parce que je crois que le président mérite quand même une sortie honorable. Moi, c'est ce que je lui souhaite le plus parce qu'il a beaucoup fait dans ce pays. Il a construit le pays, il a donné des lignes de conduite qui sont extrêmement importantes pour le pays et je pense que sa sortie doit être la plus belle possible. Et que ce qui est arrivé, que ce soit de sa faute ou de la faute des Sénégalais ou d'autres, importe peu. Ce qui est le plus important, c'est qu'on ne peut pas dépasser ces deux-là sans organiser un scrutin. Et j'espère qu'il tiendra compte de l'avis et de la posture des candidats validés. Qu'est-ce qu'on doit attendre demain de ce dialogue? Dialogue, oui, je le souhaite en toute situation. Mais en toute sincérité, si c'est tout simplement dialoguer pour choisir ou retenir une date pour les élections, je dis que ça ne sert absolument pas à grand-chose. Le problème du Sénégal, le mal du Sénégal est beaucoup plus important et beaucoup plus fort que cela. Nous avons un mal qui a une date de naissance. C'est 1963. Quand le président de l'époque avait à la limite abandonné le bicéphalisme que nous avions pour s'installer dans un régime et avec une constitution qui lui donnait la possibilité de gouverner sans partage et de gouverner seul. L'histoire politique de ce pays nous montre que depuis plus de 60 ans, nous ne dépendons ni des constitutions ni des chartes. Nous dépendons des instincts et des mœurs. Et des volontés d'un homme. Bourfari. Depuis 1963, si on s'amuse à voir ce qui s'est passé sous l'ère du premier chef d'État sénégalais, 252 années de condamnation à perpète, 350 années de travaux forcés, 2 peines de mort exécutées et d'autres formes de bavure. Ce qui s'est passé sous l'ère du second chef d'État, ce qui s'est passé sous l'ère du troisième chef d'État et ce qui se passe sous l'ère du quatrième chef d'État, je dis qu'il nous faut nous arrêter et nous poser la question de savoir s'il n'est pas utile
de sortir de ce mode de gouvernance qui est d'un autre temps. Donc si le dialogue nous invite à cela, je dis oui, on en sortirait gagnant. Mais sinon, si c'est tout simplement pour aller vers encore un changement de régime qui nous installerait un président monarchique, une épouse reine et des fils princes, cela ne sert absolument à rien. Il faut que le Sénégal s'arrête un instant, se pose, réfléchisse sur comment changer cette constitution et comment changer notre mode de gouvernance. Il faut qu'on sorte de ce présidentialisme jupitérien qui réellement constitue le principal mal de ce pays. Si cela n'est pas modifié, nous nous retrouverons peut-être ici dans 4 ans pour dire la même chose de celui qui aura succédé au président actuel. Mais est-ce que le temps, d'ici le 2 avril, il est possible de faire un dialogue en profondeur, aller à l'élection, élire le prochain président, et pour permettre à celui qui vient de ne pas être monarque? On ne le peut pas. On ne le peut pas. Sinon, on va créer une crise dans une grande crise encore. La réflexion de M. Diallo est très importante, c'est vrai. S'arrêter pour réfléchir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une... Vous êtes sur la montagne et vous descendez. Mieux vaut contrôler votre vélo que de vous arrêter. Parce que vous arrêtez, vous risquez de tomber. Donc, il faut qu'on se dise une chose. Le pays, pour réformer le pays, il faut que le président connaisse un président réformateur. Et c'est ce qui manque. Tous les Sénégalais, je crois, en 2000, avaient dit, mais Wade, c'est le président réformateur. On l'attendait au tournant, il ne l'a pas fait. En 2006, Wade s'était levé pour dire, j'ai besoin de 100 000 jeunes, je veux qu'on reverdisse le Ferlo. On l'aurait reverdi. Il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il y a eu les assises. Les assises sont fondamentales. Quand on a eu les assises, il y a des résultats. Mais on s'est rendu compte que le présidentialisme sénégalais, senghorien, c'est très difficile à enlever. Même les Sénégalais, d'une certaine manière, ont besoin d'avoir un chef. Parce que nous fonctionnons en même temps dans un présidentialisme très fort, senghorien, mais la politique se fait comme si c'était la 4e République française. On est dans les négociations. Parce que Wade a introduit quelque chose qui a été nocif au pays, c'est les coalitions. Les partis forts n'existent plus. Les coalitions, c'est quoi? C'est que tout le monde vient avec sa serville pour aller dans une réunion à la présidence et on vous donne quelque chose. Vous vous rappelez de, comment il s'appelle, Cap 21, où on vous donnait une tonne de riz et chaque mois on vous donnait de l'argent. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très intelligents. Chacun va à la soupe. Tout le monde va à la soupe. Parce que c'est pourquoi il faut avoir un président réformateur qui construit une république et qui construit les moyens de contrôler la république. Mais tous les présidents, ils arrivent, la première question qu'ils posent, comment faire pour que ma coalition soit la plus vaste possible? Et comment je vais gagner? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une conférence de leaders, il y a au moins 200 partis qui sont dans Benno. Wade, il en avait aussi autant. Et dans ces conditions, on ne peut pas faire de réforme parce que le président lui-même ne le souhaite pas. Et je crois qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est que comment faire pour que la République soit debout. Et pour que la République soit debout, il faut qu'on ait un président élu à la fin d'un mandat. Et espérer que ce président soit quelqu'un prêt à réformer. Parce que s'il le veut, il le fait. Et s'il ne le veut pas, on ne le fait pas. Mais il ne faut pas qu'on jette le régime qu'on a, parce que c'est celui qui est là depuis 1963, et qu'on le jette totalement. Parce que Senghor est arrivé, il a dit, je veux prendre. Mais la première chose qu'il a fait, les gens l'oublient, c'est de faire en sorte que tous les partis qui étaient là, en 1966, je crois, rejoignent son parti. Les Martarbo, le parti, le PRA, tout ça, il les a... C'est ce que Wade a fait quand il est arrivé. Diouf, mais quand il est arrivé, il a ramassé toute la gauche nationaliste là. Ceux qui étaient dans les cercles, tous ils l'ont rejoint.
Mais c'est ce que tout le monde fait. Macky, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je réduis l'opposition à sa plus simple expression. C'était très simple. Il prend tout le monde. Et tout le monde l'accepte. Donc aujourd'hui, le Sénégal, son mal, c'est aussi les Sénégalais. Hein. C'est eux. Personne ne veut être dans l'opposition. Et quand dans ces conditions, mais on a des présidents monstres qui arrivent et qui phagocytent tout le monde, qui avalent tout. C'est nous qui souhaitons avoir un président qui soit fort. Et dans ces conditions, pour réformer ce pays, il faut avoir un président qui le veuille bien. Sinon, on n'ira nulle part. Maintenant, moi, ma solution, c'est qu'aujourd'hui, il faut que cette crise s'arrête. Et ensuite, on pense à autre chose. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Oui, mais comment justement faire face à ce paradoxe? Vouloir avoir un président réformateur, en même temps vouloir avoir aussi un régime fort. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Sénégalais et surtout dans la tête des politiciens qui veulent aller tous à Canossa, qui ne veulent pas être dans l'opposition? En même temps, ils veulent des changements. De politiciens, on n'en a quasiment plus dans ce pays. On n'a plus d'hommes politiques dans ce pays. J'ai l'habitude de dire que nous avons plus des provocateurs d'émotions collectives, des créateurs de faits que d'hommes politiques. Quand on a la prétention dans un pays comme le Sénégal, moins de 20 millions de personnes, et qu'on aligne plus de 200 candidats à la présidence de la République, c'est réellement le meilleur moyen de discréditer cette première institution de la République. On n'est pas sérieux. Quand on a plus de 320 partis politiques qui ont tous leur récépissé, des règles pour les sanctionner s'ils ne tiennent pas de congrès, s'ils ne font pas ceci, s'ils ne font pas cela, s'ils ne déposent pas de bilan, et que jamais il n'y ait sanction qui tombe, cela ne sert absolument à rien. Ils savent tous, parce que comme vous et moi, ils lisent et ils comprennent, même si à la limite les mots n'ont pas les mêmes sens pour les uns et les autres. Nous faisons des mots ce qu'on veut. Il est évident que si nous voulons faire, nous pouvons. Si nous ne voulons pas faire, il nous sera difficile d'avancer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, quel que soit le délai, dès l'instant où le chef de l'État actuel a dit devant vous qu'à partir du 2 avril, il n'est plus président de la République du Sénégal. Les spécialistes du droit, je ne parle pas du Conseil constitutionnel qui par moment n'a qu'un rôle de régulation. Il peut sortir d'une certaine forme de juridisme. On voit dans certains pays de la Terre, comme la France, le président du Conseil constitutionnel est un professeur de lettres, Laurent Fabius. Donc, ce rôle de régulateur, c'est un rôle de sagesse. Leur objectif premier, c'est comment faire de sorte que cette nation ne périsse pas. Les hommes d'abord, en chair et en os. En fait, dans une sorte de jurisprudence, le Conseil constitutionnel, dans son rôle de régulateur, peut prendre des mesures pour sauver le pays. Absolument. Mais il faudrait-il que les Sénégalais leur fassent confiance, qu'on sorte de cette situation conflictuelle à l'occidental pour rester dans ce qui nous appartient, le consensus africain. Ils ont été nommés, acceptés tous. Laissons-les faire leur travail et acceptons leurs décisions de manière sincère et forte. C'est leur mission. Ce n'est pas la mienne, moi, en ma qualité d'artiste. Je ne comprends rien à ce qu'ils font. Je ne m'aventurerai jamais à interpréter un article. Je ne suis ni juriste, ni politique. Mais j'apprends à faire confiance à l'autre. Ils sont là, ils ont dicté une direction, mais bon Dieu de bon sang, suivons cette direction. Mais que tout le monde suive cette direction. Et que tout le monde respecte la décision qui sortirait de cela. Maintenant, dans la rigueur du principe, ce que nous voulons, c'est changer les choses. Faire de sorte que Bourfari Dioguefi, de ce que j'ai appris dans ma vie, ou lu au moins, ou de l'approche que j'ai eue d'hommes comme Maître Babacar Niang, avec qui j'ai vécu pendant plus de 30 ans, m'a expliqué qu'en 1963, Feu Cheikh Anta Diop avait fait le tour du pays pour dénoncer ce régime que nous avions. Lui, Maître Babacar Niang, je l'ai accompagné un petit peu partout dans ce pays et je l'ai vu dénoncer cette chose. Tant qu'on ne sortira pas
d'un présidentialisme aussi puissant, nous ne bougerons pas. C'est le moment ou jamais. Parce que celui qui est là sait qu'il va partir. De gré ou de force. Celui qui vient n'a pas encore pris le pouvoir. Mais celui qui vient n'a pas encore pris le pouvoir. C'est maintenant qu'il faut poser les germes de la modification. Et les poser de manière forte. Ce qui s'est passé est d'une gravité, mais indescriptible. Quand on aspire briguer la magistrature suprême et oser mentir au Conseil constitutionnel, moi j'ai failli piquer ma crise. Quand j'ai eu dire que des candidats retenus ont signé des documents disant qu'ils sont exclusivement sénégalais, alors que ce n'est pas vrai. Mais ça mérite toutes les sanctions, cela mérite un arrêt, qu'on reconsidère les positions et qu'on sorte tout simplement des mots auxquels on donne des sens X ou des sens Y. Ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème du pays, ce n'est pas un problème du président actuel. C'est le Sénégal qui est en jeu. Et pour cela, il nous faut agir fortement par la sanction, parce que oser dire que je veux gouverner le Sénégal en étant américain ou en étant français, mais il n'y a pas pire que cela. Comment peut-on aujourd'hui oser dire qu'il faut laisser poursuivre un process de ce type qui a été faussé depuis le départ? Moi, je ne prendrai jamais de position, mais je comprends parfaitement la situation de ce qu'on appelle les candidats spoliés. Parce que le fait que des tricheurs aient réussi à atteindre ce niveau-là les a très fortement pénalisés dans le process. Pourquoi est-ce qu'on ne reconsidérerait pas globalement cette chose-là? Bon, bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que la presse... On semble être dans un imbroglio, Issa Sall. Est-ce qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel, qui a pris, très rarement, c'est la décision qu'ils ont prise, c'est rare que le Conseil le prenne. Souvent, on est incompétent, mais cette fois-ci, il semble avoir pris ses responsabilités en parlant de son rôle de régulateur, de stabilisation de la paix, entre autres. Est-ce que le Conseil peut, en ce moment-là, dire l'élection présidentielle, c'est telle date? On y va, on doit faire le travail qu'on doit faire. Les réformes qu'on doit faire, on les fera même si le prochain est élu. Voilà ce qu'il doit faire pour le pays. Vous savez, les deux décisions du Conseil, il faut les lire et les relire. La décision pour fixer la liste des candidats, c'est une qualité rare. Et vous vous rendez compte, en revisitant tout ce qui a été dit, aucun candidat n'a remis en cause la décision du Conseil constitutionnel listant les candidats. Parce que le texte est imparable. Mais le Conseil, comme on vient de dire, et ils l'ont rappelé parce que c'est important, et je pense que le considérant 19 de la décision du 15 va rester. Parce que aussi cette décision est d'une qualité rare. Qu'est-ce que dit le Conseil? Le Conseil, il dit le Conseil doit toujours être en mesure d'exercer son pouvoir de régulateur et de remplir les missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principal de la nécessaire continuité des institutions, du fonctionnement des institutions. Cela montre carrément que le Conseil, à qui il aurait pu donner une date. Il aurait pu. Toutes les juridictions peuvent aller au-delà de la question qui leur est posée, ultra petita, ajouter une décision. Ajouter autre chose pour que nul n'en ignore que demain, attention, je me suis arrêté là, mais j'ai prévu pour ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé à le Conseil constitutionnel en 2005, puis en 2016. L'affaire du mandat a été réglée en 2016. Ce n'est pas aujourd'hui que le Conseil l'a réglé. Aujourd'hui, le Conseil, s'il avait fixé une date, et si l'organisation du scrutin est sabotée, de telle sorte qu'on se retrouve dans une situation encore beaucoup plus complexe. Je crois que c'est une sagesse du Conseil que de ne pas fixer une date. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec le considérant 19, le Conseil, quasiment, dit moi, la continuité du fonctionnement des institutions, quand tu le défends, si on te pose la question quelle date,
Mais le Conseil peut vous dire, écoutez, vu les circonstances, on va faire l'élection dans 3 semaines. Rien n'empêche cela. Et donc aujourd'hui, moi je considère que ce Conseil, quel que soit ce qu'on dit du Conseil, moi je n'ai jamais vu le Conseil sortir un document où on conteste ses considérants, où on conteste sa décision. Je ne l'ai jamais vu. Les gens peuvent dire non, mais dans le fond, le Conseil a toujours dit le droit. Et aujourd'hui, la décision du 15, il dit au président, mais votre mandat est fini. Même le 2, il l'a dit. C'est pourquoi on agite l'article 36, non pas l'article 36 dans son entièreté, mais l'article 36 dans l'alinéa 2. Et même l'alinéa 2 est très explicite. Je pense qu'aujourd'hui, le Conseil ne peut pas remplacer le politique. Si on va au dialogue ou à la concertation, parce que le président dit c'est sur la date, ce n'est pas un dialogue, c'est sur la date. Il faut s'entendre sur une date. Sur une date. Et cette date doit être comprise. Ce qui est malheureux, c'est que le président a proposé des dates. Et en parlant, tu étais là. Le mois de mai, le mois de juin, les gens sont sidérés. Donc, la date, si on propose une date, on le règle. Mais il faut prier pour avoir un président réformateur. Parce que les crises sont toujours de bonnes périodes. Ça permet de réfléchir sur le problème. Ça permet d'avancer. Je pense que Wade a fait avancer la constitution sénégalaise. Les marches, les trucs là, c'est lui qui les a introduits parce que lui, il a souffert de ça, il a voulu améliorer quelque chose. Et je pense que c'est de cette manière qu'on avance. Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse tabula rasa. Ça ne servira à rien. Les hommes sont toujours des hommes. Et le pouvoir, on en jouit. Croire qu'un président va venir, il va être un ascète et il va faire accepter de ne pas manger à midi uniquement parce qu'il y a un paysan qui ne le fait pas, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on reste dans notre humanité et dans nos défauts, nous, Sénégalais. Il y a des choses qu'on accepte. Il y a ici, le président n'a qu'un pouvoir, c'est de signer les décrets. Cette décision-là, c'est lui qui signe. Mais ici, nous tous, nous avons des pouvoirs, même il y a la rue là. Il y a peut-être le chef de quartier qui va barrer la route, mais le policier, il vient, il lui dit que je barre la route parce que, voilà, on va organiser un tam-tam ici. Mais le policier, il va rentrer chez lui. Les règles ici, on ne les applique pas parce que nous avons un consensus social qui nous permet d'accepter de souffrir parce que l'autre a besoin de toi. Nous sommes dans un pays où le voisinage est la qualité principale. Nous ne sommes pas des parents, nous sommes des voisins. Parce que nous sommes plus qu'un parent. Nous acceptons nos marabouts parce que c'est comme ça notre société. Nous ne sommes pas le Mali où il n'y a pas de marabout. Nous ne sommes pas la Guinée où il n'y a pas de marabout. Il faut qu'on accepte. Vouloir faire tabula rasa ou faire le djalarbi de telle sorte qu'on renverse la marmite, mais mon Dieu, ce n'est pas possible au Sénégal. Il faut qu'on accepte d'avancer tout doucement. Justement, et d'accepter les consensus. Est-ce que le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas quelque part que notre vie sociale est en déphasage avec les lois que nous avons héritées de la France, peut-être? La Constitution qui est en déphasage avec nos réalités. C'est le monde entier qui est actuellement en déphasage. Les modèles politiques d'avant, quels qu'ils soient, ne sont plus opérationnels. Depuis plus d'un demi-siècle. Je dirais même depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec cette volonté de grands ingénieurs de multiplier les puissances des ordinateurs par 2 tous les 2 ans. En 50 ans, en 60 ans, l'humain, ne peut pas se reconfigurer suffisamment pour suivre l'évolution technologique. Et c'est cette évolution technologique qui domine le monde. Tous les chefs d'État du monde sont des marionnettes manipulées ou qui reçoivent ordre et qui exécutent. Aucun peuple au monde aujourd'hui ne peut se reconfigurer pour suivre l'évolution. Nous le vivons quand on parle des réseaux sociaux. Chacun est sachant, tout le monde l'est. Chacun est insultant, tout le monde l'est. Chacun est, chacun est, chacun est.
On ne vivait pas cela en 1963 ou en 1966 ou jusqu'à une date récente en 1998. Le monde a changé. Le monde va très vite. Il nous faut essayer de concilier ce qui est à nous tout en nous inscrivant dans la construction d'un futur. Mais pour cela, il faut plus de sagesse. Il faut plus de disponibilité. Il faut plus de courage. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ce pays aux mains de 20 personnes ou de 50 personnes. Parce que tout simplement, on les appelle des politiques. Qu'est-ce que cela veut dire, tout compte fait? Avant, quand on nous disait que tel est un homme politique, on savait que c'était un homme politique parce qu'il a au moins été conseiller municipal dans sa vie. Prenez la liste de vos 200 candidats et sortez de ce lot de 200 personnes qui veulent briguer la magistrature suprême le nombre de personnes qui ont été conseillers municipaux, qui ont commandé ou gouverné 50 personnes. On joue trop avec ce pays. Il faut que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que l'ensemble des Sénégalais acceptent aujourd'hui de laisser les mots de côté, faire confiance à ceux qui ont été élus au Conseil constitutionnel, au chef de l'État qui s'est engagé à partir du 2 avril de nous dire comment organiser très rapidement ces élections, mettre un autre chef d'État qui s'engagerait à tout modifier dès son installation. Sinon, on se retrouvera dans 4 ans pour parler de la même chose. On a parlé aussi d'amnistie. Beaucoup pensent à Ousmane Sonko, à Diomaye, aux décennies politiques. Est-ce que c'est un mode aussi de réconciliation? Moi, je pensais que s'il y a réconciliation, ce serait du fait du président qui serait élu pour un nouveau mandat. Mais vouloir, à la hussarde là, organiser une amnistie, moi je trouve ça très suspect. Pourquoi? Suspect parce que, il y a énormément de faits qui ne sont pas clairs dans ces dossiers. Moi, si j'étais en prison et que je me sentirais innocent, je préférerais être innocenté que d'être amnistié. L'amnistie est très grave même pour celui qui en bénéficie, parce qu'il reste toujours suspect. Mais si on vous libère parce que vous avez été innocenté, c'est une très bonne chose. Et maintenant, quand on aura terminé, on peut faire une amnistie parce qu'on pense qu'il faut qu'on passe à une autre chose, à une autre étape. Et le mieux placé pour le faire, c'est un président élu, avec une légitimité incontestable. Aujourd'hui, le président Macky, sa légitimité est très contestée. Il est président, il sort dans quelques semaines. Mais pourquoi, à la hussarde, vouloir coûte que coûte amnistier? C'est quoi ça? Laissons le président à venir. C'est un problème national. Nous avons vécu des drames ici. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Il y a des gens qui ont été tués, on ne sait pas si c'est la police ou c'est un de leurs voisins qui a tiré par je ne sais pas quoi. Mais qu'on sache qui a fait quoi. Les innocents en totalité libérés et les quelques auteurs de crimes de destruction, ceux qui ont jeté des cocktails Molotov dans des maisons, qui ont détruit les biens des autres, qu'on puisse les condamner. Et qu'une peine au moins d'indemnisation pèse sur eux. On peut enlever la peine pénale, qu'ils ne se couchent pas à aller en prison. Et là, on peut comprendre une amnistie. Mais vouloir aujourd'hui prendre je ne sais pas, un voile noir et le mettre sur des crimes abjects, moi je trouve que c'est suspect et que le président devrait s'abstenir d'aller dans ce sens, qu'il laisse à son successeur le soin. Vraiment, ce n'est pas celui qui tue qui va maintenant amnistier. Si c'est l'État qui a tué, l'État ne peut pas amnistier. Donc aujourd'hui, celui qui doit amnistier, c'est celui qui arrive avec un discours neuf, qui veut réformer. On lui donne cette chance d'abord de rassembler le Sénégal et de pouvoir proposer les réformes dont
M. Diallo parle comme ça. Il y a des réformes à faire sur le code électoral, sur les partis politiques, sur le financement des partis, sur cette histoire de coalition qui bousille complètement la scène politique. Il y a tellement de réformes à faire. Il y a des réformes sur les immunités au Sénégal. Il y a plein de gens qui bénéficient d'immunités qui n'auraient pas dû bénéficier. Il y a énormément de réformes qu'on doit faire au Sénégal. Mais ces réformes, pour les faire, il faut que ce soit un président neuf qui... Parce qu'une réforme ne se fait pas en fin de mandat, ça se fait en début de mandat. Tout le monde sait que dès que tu dépasses les 6 mois, les résistances commencent. Mais un président qui arrive avec un carnet de route et qui dit aux Sénégalais, voici ce que je veux faire, tout le monde applaudit, on va aller dans le bon sens. Mais aujourd'hui, parler d'amnistie, moi je trouve que c'est indécent. Les gens n'ont pas encore fini de pleurer leur mort, on en pleure aujourd'hui, hier on a enterré des gens, et aujourd'hui on parle d'amnistie. Moi je trouve que c'est d'une indécence abjecte. Par rapport à l'amnistie, mais je partage totalement la position de mon aîné Issa. Il y a deux choses. On amnistie en début de mandat, pas à la fin. Il y a des décisions fortes qu'on prend en début de mandat. Je vais citer le cas du président Mitterrand avec Jacques Attali, qui trouve sur sa table effectivement l'ensemble des révolutions, projets de décret, etc., avant même de passer sa première nuit à l'Élysée. C'est pas à la fin qu'on prend certaines mesures. Mais il y a aussi qu'il faut respecter ces autres Sénégalais qui sont autres ciel aujourd'hui. Nombreuses personnes sénégalaises, pères de famille, enfants qui méritaient de grandir, femmes, aujourd'hui sont autres ciel du fait d'un certain nombre de choses. La justice a fait un certain travail. Ça s'est fait dans de bonnes conditions, dans des conditions dictées, je n'en sais absolument rien, je ne suis pas juriste, je ne sais pas apprécier ce genre de choses. Mais toujours est-il qu'on nous a présenté des choses et des personnes comme responsables. Ou l'État a dit vrai, il faut laisser les choses se poursuivre, ou l'État a menti, qu'il accepte de dire qu'il a menti, mais ne pas utiliser une formule quelconque pour dire que je vais amnistier. Et pour ceux qui sont proposés à amnistie, comme il l'a si bien dit, je ne souhaite pas être à leur place, mais si j'étais à leur place, je refuserais d'être amnistié. Parce qu'ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des amis. Le fait d'accepter d'être amnistié ferait toujours d'eux des coupables aux yeux des Sénégalais. Je n'y crois pas. Je crois qu'il y a autre chose à faire que de s'attarder en fait sur ce type de problème. Ça peut être du bluff, ça peut être tout simplement du combine beurré, ça peut être. Et ça, ce n'est pas bon si nous voulons changer notre pays. Nous, notre responsabilité aujourd'hui avec nos cheveux blancs là, c'est de transmettre des choses utiles à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais c'est aussi essayer de les protéger pendant que nous sommes encore en vie. Laisser passer une telle situation, laisser passer des centaines de morts, ruiner des centaines de familles, pour aujourd'hui dire que oui, pour les besoins de... on laisse tomber. Non, ce n'est pas bien. Parce qu'on a l'impression qu'au Sénégal, à chaque fois qu'il y a des troubles politiques, il y a des morts. Mais il n'y a jamais eu pratiquement de justice pour ces morts-là. Depuis Senghor, Abdoulaye Wade, Diouf, Senghor n'a même pas de 40 morts à Dakar. Il n'y a jamais eu de justice, jusqu'à récemment. Non, mais pourquoi il n'y a jamais de justice pour ces morts? Vous savez, les Sénégalais sont très violents. Nous sommes extrêmement violents. C'est un pays de grande violence. Avant la colonisation, pendant la colonisation. Aujourd'hui, une armée qui te dit on nous tue, on ne nous déshonore pas. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que la mort, chez nous, c'est une normalité qu'on affronte d'une manière claire au Sénégal. Mais jamais de justice. Non, la justice ne réglera pas beaucoup de morts dans des manifestations. C'est impossible quelquefois, c'est très difficile d'enquêter et de trouver. Ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de pleurer nos morts, mais de rendre justice. Parce que si on veut la paix, il faut bâtir la justice. La justice précède la paix. Quand on parle de réformer, mais il faut appliquer la loi d'abord. Et quand on sera maintenant dans la loi, dans la légalité, on propose des changements. Mais si on veut changer sans régler les problèmes,
on crée d'autres problèmes parce qu'il y aura toujours des frustrés. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de rendre justice aux Sénégalais qui ont perdu leurs biens, qui ont eu des familles. Les familles endeuillées, il faut leur rendre justice. Ceux qui ont commis ces crimes, ceux qui sont allés prendre des cocktails Molotov pour les jeter dans un véhicule. Mais comment on peut amnistier ces personnes-là? C'est d'une indécence extraordinaire. Ceux qui ont été derrière ces gens-là, qui les ont financés, qui leur ont donné de l'argent pour le commettre. Comme ça, on va mettre voile dessus et on va... Mais les morts, il faut leur rendre justice. Et ensuite, maintenant, on peut pardonner. Le pardon, c'est humain. Mais la justice, elle est humaine et c'est une justice aussi, d'une certaine manière, elle est immanente. Dieu veut qu'on rende justice. Rendons justice et ensuite pardonnons. Le pardon, on l'accepte. Moi, je dis, on doit pardonner. Parce qu'on a vécu. Il y a des milliers de Sénégalais qui ont pensé qu'il fallait retrouver le pays. Avec légitimité, parce qu'ils pensent que le pays, la manière dont on gère ce pays ne leur convient pas. Et ils pensent qu'il faut se battre pour ça. Mais il y en a qui ont profité pour piller des maisons. Mais moi, je dis, pardonnons à ceux qui pensaient que cette méthode était bonne pour que le pays soit dans de meilleures conditions pour tout le monde, que les gens s'épanouissent parce qu'ils voulaient changer. La révolution, elle est toujours légitime. La résistance, on l'a dans notre constitution. Mais c'est légitime. Mais on ne peut pas passer cette étape, perte et profit. Moi, je pense qu'il faut qu'on règle ce problème. La justice précède la paix. Est-ce qu'on peut réconcilier les Sénégalais? Bien sûr que si. Comment? Vous savez, le consensus chez nous est toujours possible. Prenez au hasard une naissance dans n'importe quelle clinique ou hôpital du Sénégal et de nous donner-vous la peine d'envoyer un journaliste assister à ce baptême. Vous rencontrerez au moins 4 ou 5 partis politiques différents présents qui vont se serrer la main, qui vont s'embrasser, qui vont se parler. Pour les décès, c'est pareil. Vous allez au cimetière, vous rencontrerez des amis qui ont des opinions différentes sur le plan politique. À la mosquée, on est tout le temps là-dedans. Nous avons quelque chose qui constitue un ciment chez nous. Mais pourquoi on s'entretue s'il y a la politique? Pourquoi, quand on est en compétition électorale, on s'entretue? Mais ça, honnêtement, Néné Issa a dit tout à l'heure, c'est un enseignement que je retiens, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je l'ai toujours lu, je me suis toujours posé la question. Et effectivement, on peut l'interpréter comme une forme pas de violence, mais la mort, chez nous, n'a peut-être pas la même signification qu'ailleurs. Et elle est banalisée, c'est ça? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, mourir, pour moi, ce n'est pas le fait d'un homme, ça ne peut être que le fait du divin. Je suis venu au monde, je grandis, je joue mon rôle, je m'attends à vivre mon 4e cycle, mourir, parce que je suis musulman. Je suis croyant et je me dis que mon corps ne se séparera de mon âme que par la volonté divine. Donc ce n'est pas parce que j'aurai reçu un caillou sur la tête ou une balle dans le cœur que je vais mourir. Je vis comme ça, c'est peut-être à cause de cela que pour nous la mort est un phénomène tout à fait naturel, peut arriver à tout instant et peut avoir n'importe quelle source. Maintenant, est-ce qu'on peut réconcilier le Sénégal? Mais nous avons un vivre ensemble qui est tout à fait exemplaire. Regardez ce qui se passe ici entre musulmans et chrétiens. Mais cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est un modèle qu'il faut servir. Notre vivre ensemble est tellement puissant, tellement fort. Est-ce que justement, par le comportement des politiciens, on n'est pas en train justement d'atteindre ce vivre ensemble qu'on avait? Mais il faudrait qu'on leur parle. Parce que notre vivre ensemble, du point de vue de la religion, est très très fort. Mais écoutez, prenez un exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées. Le cousinage à plaisanterie. Il y a des familles qui sont divisées aujourd'hui à cause de la politique. Mais totalement. Parce qu'en réalité, bon, il faut aussi dire, on est configuré d'une certaine manière. Quand dans un pays, vous avez plus de 33% de la population qui a moins de 15 ans et qui reste connectée en permanence sur les réseaux sociaux, on finit par les abrutir. Entre 15 ans et 30 ans,
vous avez l'autre tranche majoritaire de la population. Et parmi cela, comme nos amis disent souvent, ceux qui travaillent, ceux qui se prennent en charge, ceux qui sont réellement autonomes, constituent la minorité de la minorité. Ceux-là sont des désœuvrés. Ils sont perturbés. Et ils ont en plus les réseaux sociaux. Ils voient ce qui se passe partout sans comprendre réellement ce qu'il y a là-dedans. C'est normal qu'aujourd'hui, tout le monde devienne agressif. On a fait d'une chose quelque chose de très grave, l'argent. La culture de l'argent. Le seul élément de communication, de culture aujourd'hui, c'est l'argent. De respect. On voit parmi ces politiques des personnes qui se considèrent hors sol, d'une arrogance et d'un sectarisme particulier. Il faut que tout ceci cesse. Mais je dis qu'une fois qu'on aura aplani ces différentes situations-là, honnêtement, le cousinage à plaisanterie, notre vivre ensemble religieux peuvent nous aider, mais facilement, à vivre un consensus global et cheminer longtemps et encore longtemps dans la paix et dans la stabilité. Oui. Est-ce que dans cette situation, pour s'en sortir, on peut faire confiance à ce qu'on appelle le génie sénégalais, l'exception Sénégal? Sénégal, c'est un pays en Afrique, comme on dit souvent. Est-ce que la raison va prévaloir sur tout le monde, sur le chef de l'État, sur l'opposition, pour que le Sénégal reste le Sénégal? Et ensuite que le président assume ses responsabilités, lui seul, qui nous a mis dans cette situation. Écoutez, quelquefois, on se demande même si ce n'est pas un miracle de dire que c'est l'exemple. Nous sommes, je l'ai dit, en fait, le Sénégal, c'est un pays très vieux. Nous ne sommes pas un pays créé de briques en broc. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays plat. Quand on vous dit que la Jomar a pris son dromadaire, est allé jusqu'à Djembereng, il est allé jusqu'à... Donc, les Sénégalais, le brassage humain, c'est quelque chose d'extraordinaire au Sénégal. Et aujourd'hui, quand vous voyez, le brassage continue. Parce que ce qui était ce qu'on appelle un peu la périphérie, les zones frontalières, où quand vous alliez à Matam ou à Bakel, on te dit Yang Sénégal, ou à Ziguinchor, on dit Yang Sénégal. Mais je crois que les ressortissants du Fouta sont plus nombreux ici qu'au Fouta. C'est clair. Les ressortissants de la Casamance sont plus nombreux à Dakar qu'aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte qu'au Sénégal, les premiers maires, vous avez des ressortissants de la Casamance, des Manchak. Donc, le brassage est ancien, c'est un vieux pays. Nous, on veut considérer le Sénégal comme un pays récent de l'indépendance. C'est faux. Le Sénégal, c'est un très vieux pays. Mais est-ce que nos hommes politiques, ont conscience de cela? Est-ce qu'ils en ont conscience? Mais vous savez, il y a des comportements, c'est tout à fait naturel. Il y en a qui pensent que le pays a commencé depuis 2000. 80% peut-être de ceux qui sont dans les manifestations. Ils avaient 7 ans ou 8 ans quand Macky Sall est arrivé au pouvoir. Un jeune qui avait 8 ans, quand Macky, qui n'avait pas voté, qui ne savait même pas comment on vote, qui n'était même pas conscient qu'on était en élection présidentielle. Il a 20 ans aujourd'hui, il prend des cailloux, il les jette contre Macky Sall pour un 3e mandat. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'un pays, c'est comme ça. Il y a des jeunes qui pensent que le pays a commencé avec Macky Sall. Vous leur parlez de Senghor, mais c'est comme ça la vie. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le socle soit solide. C'est-à-dire que même si vous êtes un révolté, même si vous êtes quelqu'un qui veut tout casser, il arrive un moment, vous vous rendez compte que c'est comme ça que ça marche. Vous allez en France, quel que soit ce que vous dites, vous trouvez les policiers dans la rue, ils feront leur job. Vous dites que, mais écoute, je ne savais pas, mais je ne savais pas, ça n'existe pas. Les gens qui jettent des cailloux parce qu'ils ont tué quelqu'un, ils disent que mais moi, quand je le faisais, je jetais comme des cailloux comme tout le monde. Mais vous tuez quelqu'un, vous vous rendrez compte que vous avez tué quelqu'un. Donc aujourd'hui, il y a des choses, des phénomènes au niveau de notre société qu'on ne peut pas régler. Les familles monoparentales, la déperdition, l'éducation qu'on ne peut pas, familiale qui n'existe plus. Avant, votre grand-père était là, votre grand-mère était là. Et tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui éduque les jeunes? Les réseaux sociaux. Qui les informe?
les réseaux sociaux. Avant, on avait des contradictions au niveau des familles. Moi, je suis de la gauche et l'autre, il n'est pas de la gauche. On avait nos contradictions, on se jetait des cailloux, mais ça restait dans le cercle familial, on ne se tuait pas entre nous. Aujourd'hui, dans les familles, il y a une division extraordinaire. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on accepte que notre société évolue, mais il ne faut pas qu'on soit nostalgique. Parce que souvent, on est nostalgique au Sénégal. On parle de Cheikh Anta, on parle de Senghor, on parle de la République. La République a changé. Les réformes qu'on a eues ici, on avait une constitution en 63. Mais à 63, ça a changé. Diouf a changé. Senghor a changé pour amener un premier ministre. On a changé pour que Wade ait un parti politique. On a changé pour que tout le monde puisse partir. On a changé parce qu'on ne pouvait pas voter correctement. Il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait rien. On a amené une méthode pour changer, pour que la transparence arrive. Aujourd'hui, il y a des nécessités de changer parce que les Sénégalais, ce qui les motive davantage que le pouvoir, c'est qu'ils soient conscients que les biens qu'ils donnent à l'État, que ces biens soient bien gérés, la bonne transparence, la bonne gouvernance, c'est ça, sur ça qu'il faut qu'on insiste pour nous réconcilier avec notre État. Le temps que nous avons peut-être malheureusement terminé. Merci infiniment Abdoulaye Diallo, intellectuel, artiste, peintre et aussi membre de la société civile. Merci à Issa Sall, le journaliste. À la technique, Amadissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Le meilleur de la radio, 92.3.